elle a fait promettre à sa plus grande fille Emma, qui avait une douzaine d'années, de bien veiller sur sa petite sœur. Et ça, c'est un rôle que Emma va faire et il s'occupait de plusieurs banques. Donc si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un qui était particulier et c'est là-bas que vivaient la plupart des personnes de la famille par rapport à leurs moyens. Et je pense que Andrew était un petit peu radin avec ses filles. Par exemple, il a acheté une maison à la belle-sœur ville de Fall River, mais y avait-il quelqu'un qui pouvait le détester, une sorte de grognement qui l'aurait vraiment fait se dire que quelque chose est et qui est extrêmement calme, extrêmement détachée lorsqu'elle a trouvé dans la grange qui était un petit peu plus loin. Elle y serait rendue pour aller chercher du matériel d'Anne et déclarée non coupable du meurtre de son père et de sa belle-mère. Suite à sa libération, Lydie achète une belle vie, à la suite de laquelle Emma a pris toutes ses affaires et a quitté la maison, et qui aurait prouvé peut-être l'implication de Lydie dans les meurtres de son père, Gordon. Elle lègue une partie de son héritage à la cause animale et une autre partie va révéler qu'elle allait enfin livrer la vérité sur les meurtres. Je sais. Elizabeth Andrew Borden vit le jour le 19 juillet 1860 à Fall River dans le Massachusetts aux États-Unis. Elle est la fille cadette d'Andrew Jackson Borden et Sarah Morse Borden. Andrew est issu d'une famille de notables depuis plusieurs générations, à l'exception de son père qui n'était que simple représentant. Celui-ci, bien décidé, est de Cercueil. Et tout cela en dirigeant également plusieurs autres entreprises. Malheureusement, son épouse Sarah décède quand Lydie est âgée de 2 ans. Celle-ci la laisse entre les mains de sa sœur aînée Emma, qui elle était âgée de 12 ans. 3 ans après la mort de sa femme, Andrew se remarie avec une certaine Abby Durfee Gray, une jeune femme issue d'une famille bourgeoise. Malgré la présence de leur belle-mère, Abby, c'est Emma, la sœur aînée de Lydie, qui va s'occuper d'elle et lui servir de mère de substitution durant toute son enfance. Les deux sœurs eurent la même éducation religieuse classique, mais une fois adulte, Emma se détourne de l'église alors que Lydie s'implique dans les activités de la paroisse et donne des cours de catéchisme. Andrew Borden était un homme strict et intransigeant, et n'était pas très apprécié par les habitants de Fall River, mais était au sein de la famille Borden était assez tendu. Emma et Lydie ne prenaient leur repas que rarement en compagnie de leurs parents, préférant éviter leur belle-mère Abby, en qui elles n'avaient aucune confiance, et qu'elles soupçonnaient de vouloir soutirer de l'argent à leur père. Les disputes entre les deux sœurs et leurs parents étaient assez fréquentes et viraient souvent à la confrontation. En 1892, Andrew Borden siège au conseil d'administration de plusieurs banques de la ville et devient, à 70 ans, un des hommes les plus riches de Fall River. Mais malgré l'argent qui coule à flot, Andrew refuse de vivre dans des quartiers à la mode où résidaient les familles les plus fortunées. Une décision que ne comprenait pas Lydie, qui rêvait d'une autre vie. Lydie était une femme de 32 ans, caractérielle et frustrée, qui trouvait son père avare et mesquin. Elle lui reprochait également de ne pas lui donner suffisamment d'argent par rapport à son statut. Celle-ci aspirait à s'unir à un homme qui habitait ces quartiers chics, mais Andrew, ne voulant pas faire étalage de sa fortune, chassa tous les prétendants de sa fille. Lydie lui en voulait terriblement de la condamner au célibat. Les relations ne sont pas au beau fixe au sein de la famille Borden. Seule Emma, la sœur aînée, semble s'épanouir au milieu de toute cette animosité, même si elle aussi garde ses distances avec son père et sa belle-mère. Durant les premiers mois de l'année 1892, Lydie et sa sœur Emma firent des reproches à leur père à propos des cadeaux immobiliers qu'il offrait aux membres de la famille de sa femme Abby. Elles demandèrent à leur père de leur céder la maison où elles avaient vécu avant la mort de leur mère, ce qu'il fit pour $1, et celles-ci la revendirent pour $5000. C'est durant cette période, dans la maison familiale, que leur belle-mère aurait découvert dans la cave le chat de la servante Bridget décapité. On raconte que le pauvre animal aurait ennuyé les invités de Lydie. Le 3 août 1892,
John Morse, le frère de la défunte Sarah, rend visite à Andrew pour parler affaires et lui propose de rester chez lui quelques jours. Le sujet de leur conversation reste inconnu, mais celle-ci fut houleuse. Au matin du 4 août 1892, John sort rendre visite à un parent en ville. Andrew, comme à son habitude, sort faire sa promenade quotidienne. Pendant ce temps, Abby ordonna à Bridget, la servante, de laver les vitres de la maison, puis monta à l'étage faire le lit dans la chambre d'Amy. À son retour, Andrew ne parvient pas à ouvrir la porte d'entrée avec sa clé. Cela est probablement dû au nouveau système de... Andrew frappa à la porte afin que Bridget lui ouvre. Celle-ci ouvre la porte qui semblait coincée. C'est à ce moment-là que le rire de Lizzie retentit depuis le premier étage. Un peu après, Andrew demande à sa fille où se trouve son épouse. Celle-ci lui répond qu'elle avait laissé un message disant qu'elle était sortie visiter un ami malade. En attendant le retour de sa femme, le vieil homme décide de se reposer et va donc faire une sieste sur le canapé du salon. Après cela, Lizzie annonça à Bridget, la servante, qu'un magasin faisait une braderie et lui proposa d'aller y faire un tour. Mais Bridget, ne se sentant pas très bien, alla s'allonger dans ses appartements au 3e étage pour se reposer. Vers 11h10, Bridget est réveillée par l'appel de Lizzie. « Bridget, descends !»« Quel est le problème ?» lui répond-elle. « Descends, vite, père est mort. Quelqu'un est venu et l'a tué. » Bridget descendit précipitamment l'escalier et se dirige vers le salon. Mais Lizzie, qui se tenait devant la porte de derrière, l'en empêcha et lui dit « Ne rentre pas là-dedans. Va et ramène le docteur. Cours !» La servante se précipita chez le voisin, qui est le docteur Bowen, le médecin de la famille. Plus tard, quand le docteur Bowen se présenta et constata l'horreur, il s'approche et examina le corps d'Andrew avant de le recouvrir d'une couverture. Il déclara « En tant que médecin, je suis accoutumé à voir toutes sortes de choses horribles. Mais quand j'ai vu le visage du mort, ça m'a rendu malade. » Comme nous pouvons le constater sur cette photographie de la scène du crime, la dépouille de M. Borden était légèrement penchée vers la droite sur le canapé, et 11 coups de hache avaient été assénés sur son visage. Les entailles s'étalaient entre le nez et l'oreille. L'un de ses yeux a été coupé en deux et sortait de son orbite, et son nez avait été complètement sectionné. Des taches de sang recouvraient le sol, le mur et un tableau qui était accroché. Les blessures indiquent que l'assassin est arrivé dans son dos et se tenait au-dessus de lui alors qu'Andrew dormait, ne lui laissant aucune chance. Bridget, ignorant où se trouvait Abby, l'épouse de M. Borden, suggéra qu'il fallait prévenir cette dernière du drame qui venait de se produire. C'est alors que Lizzie lui répond « Je suis presque certaine de l'avoir entendu rentrer. Allez voir à l'étage. » Bridget et Madame Churchill, une voisine qui était venue voir ce qui s'était passé, gravirent les marches. Mais à peine sont-elles arrivées sur le palier qu'elles aperçoivent Abby étendue sur le sol dans sa chambre. Madame Churchill se précipite vers elle, mais celle-ci comprend rapidement qu'elle était déjà morte et redescend l'escalier en criant « Il y en a un autre !» Abby avait été violemment frappée plus d'une douzaine de fois à l'arrière du crâne. Il sera plus tard révélé par l'autopsie que 19 coups avaient été portés avec probablement le même instrument qui a servi à tuer Andrew Borden. Sur la scène du crime, le sang est rare, sombre. Cela laisse penser qu'elle aurait été assassinée avant son mari et qu'elle serait morte dès le premier coup qui lui a brisé la nuque. Après avoir examiné le corps de M. Borden une nouvelle fois, le docteur Bowen prévient la police qui arrive aussitôt sur les lieux. Celle-ci interroge les membres de la famille afin d'avoir des pistes. Lizzie prétend qu'elle aurait entendu une dispute entre son père et un autre individu peu de temps auparavant. Les policiers privilégient un meurtrier extérieur et font alors une enquête de voisinage. Celle-ci débouche sur plusieurs possibilités. Mais ces pistes sont fausses.
La police se penche ensuite sur d'éventuels suspects dans le domaine des affaires de Andrew Borden, mais toujours rien de concret. Elle se focalise alors sur John Morse, l'oncle de Lizzie, qui aurait très bien pu commettre un tel acte de barbarie. Mais Morse a un alibi en béton, donc toujours rien. Les policiers se posent alors de sérieuses questions. Toutes les portes étaient fermées de l'intérieur, et Lizzie se fond dans des déclarations de plus en plus confuses et a un comportement plutôt suspect. Celle-ci déclare qu'elle se trouvait dans la grange au moment des faits. Seulement, les enquêteurs ne retrouvent absolument aucune trace sur le sol poussiéreux de la grange. Quant à Bridget, la servante, elle s'étonne de n'avoir rien entendu depuis le 3e étage où elle se reposait au moment du meurtre. 10 jours après les meurtres, les doutes de la culpabilité de Lizzie s'intensifient grâce au témoignage du pharmacien de la ville qui déclare aux policiers que 2 jours avant le drame, elle aurait tenté d'acheter un dérivé du cyanure, soi-disant pour éliminer des mites sur son manteau, et que celui-ci lui aurait refusé. Quant à Emma, la sœur aînée de Lizzie, elle est mise tout de suite hors de cause, car celle-ci a été vue en galante compagnie au moment du drame. Pour les policiers et les habitants de la ville de Fall River, la culpabilité de Lizzie est difficile à croire. Comment une femme a-t-elle pu commettre un crime aussi barbare ? Ce n'est que lorsque la voisine, Madame Churchill, avoue aux enquêteurs avoir vu Lizzie mettre au feu une robe bleue dans le fourneau 3 jours après les meurtres, que les doutes à son sujet se dissipent. Lizzie portait cette robe le jour du massacre de son père et de sa belle-mère. De même, la hache ayant servi au meurtre fut retrouvée dans la cave, le manche brisé et calciné, mais ne comportant aucune trace de sang. Lizzie fut alors inculpée et incarcérée. Le procès de Lizzie eut lieu en juin 1893 et dura 15 jours. Elle est jugée pour les meurtres et est défendue par l'ancien gouverneur du Massachusetts, George Robinson. La partie civile lance le procès avec la fameuse robe bleue que Lizzie a tenté de brûler en prétendant qu'elle avait effleuré une plinthe fraîchement peinte qui aurait taché cette robe. En brandissant cette robe, la partie civile fait également apporter les crânes des 2 victimes afin de démontrer la violence de l'acte qui a ôté la vie de Andrew Borden et de son épouse. En apercevant les crânes de son père et de sa belle-mère, Lizzie se serait évanouie et le procès fut suspendu. Le but de la manœuvre étant de faire prendre conscience de la violence de l'acte afin de déstabiliser les jurés, car malheureusement il n'existe pas de preuves formelles. Aucun vêtement imprégné de sang ne fut retrouvé et rien ne prouve que la hache retrouvée dans la cave est bien l'arme du crime. Pas la moindre trace de sang sur le manche ou sur le fer. Il pourrait bien s'agir d'un outil laissé à l'abandon dans la cave. Malgré les témoins qui défilent, le pharmacien qui a refusé de vendre du cyanure à Lizzie, Alice, la voisine qui a vu l'accusée mettre au feu la robe bleue qu'elle portait le jour du meurtre, absolument rien ne prouve sa culpabilité. Au bout d'1 heure, et faute de preuves concrètes, Lizzie Borden fut acquittée et innocentée par le jury. Beaucoup ne furent pas d'accord avec le fait que Lizzie soit innocentée, car certains faits de Lizzie ne furent pas pris en compte durant le procès, comme le cyanure qu'elle a tenté d'acheter avant les meurtres. D'autres pensaient que la fille d'un homme aussi respecté ne pouvait pas avoir commis un tel acte. Mais peu de temps avant l'ouverture du procès, un autre meurtre à la hache fut commis aux alentours, ce qui joua en faveur de Lizzie. Après cela, plusieurs hypothèses furent émises durant les années qui suivirent, comme le fait qu'une personne extérieure a commis le double meurtre, étant donné que M. Borden s'était également fait des ennemis au cours de sa carrière, ou encore que c'était la servante, Bridget, qui avait fait le coup à cause du travail éreintant qui lui était sommé d'accomplir. Bridget Sullivan confessa plus tard sur son lit de mort avoir modifié son témoignage afin de protéger Lizzie. Fin 1948, elle mourut en emportant son secret dans la tombe, qu'elle avait gardé durant les 50 années qui suivirent le drame. Avant de mourir, Bridget griffonna quelques mots sur un papier. Je
je ne dirai rien. Les chiens auront l'héritage. Eux seuls le méritent. Elle légua donc toute sa fortune à la protection des animaux. Quant à Lizzie, elle, fut rejetée par la communauté et est devenue une paria malgré son acquittement. Lizzie Borden resta seule toute sa vie et mourut en 1927 des suites d'une pneumonie. Toute cette histoire suscita un énorme retentissement national et fit couler beaucoup d'encre. L'affaire Lizzie Borden restera l'un des crimes les plus ignobles et les plus diaboliques qui aient jamais été commis dans le Massachusetts. La maison des Borden, où les meurtres ont été commis, existe toujours et a été transformée en bed and breakfast et en musée. Ceux qui le souhaitent peuvent passer une nuit dans la chambre de Lizzie. On raconte que la maison serait hantée par les fantômes de Monsieur et Madame Borden qui tenteraient de communiquer avec les visiteurs pour révéler le nom de leur meurtrier, mais en vain. L'histoire de Lizzie Borden fut portée de nombreuses fois à l'écran. En 1975 dans le film The Legend of Lizzie Borden, dans lequel Lizzie est interprétée par la célèbre actrice de la série télé Ma sorcière bien-aimée, Elizabeth Montgomery, dont Lizzie Borden serait apparemment une lointaine parente. En 2015, l'affaire est adaptée à la télévision dans la série The Chronicles of Lizzie Borden, avec dans le rôle titre l'actrice Christina Ricci. Même si l'histoire remonte à plus d'un siècle, le mystère qui entoure les meurtres de Monsieur et Madame Borden reste entier. Alors, Lizzie Borden, meurtrière ou non ? Des théories et des hypothèses sont émises par des passionnés qui tentent de répondre à cette question. Mais le doute subsiste toujours et le fin mot de l'histoire ne sera probablement jamais connu.